Allez, on commence le deuxième chapitre d'optique. Et ce chapitre-là, dans ce chapitre, on va parler des lentilles minces et plus particulièrement des lentilles minces dans l'approximation de Gauss. Alors, on va commencer par une première partie de définition où on va définir qu'est-ce que c'est qu'une lentille sphérique d'abord, puis une lentille sphérique mince, et donc c'est ça qui va nous intéresser, et voir comment est-ce que, qu'est-ce que c'est qu'une lentille convergente, une lentille divergente, comment est-ce qu'on les représente, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, et puis comment est-ce qu'on va les schématiser pour pouvoir ensuite, dans la deuxième partie, faire des tracés grâce à ces lentilles. Donc, la première chose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une lentille sphérique? Alors, une lentille sphérique, c'est une lentille qui est l'intersection de deux dioptres sphériques. Dioptres sphériques, vous imaginez des boules de verre, et puis on fait l'intersection de deux dioptres. Voilà. Et vous voyez que j'ai mes cercles qui ne sont pas de même taille. Et je vais pouvoir prendre, donc définir ici le centre 1, ici le centre 2, avoir en fait cette partie-là et cette partie ici, qui sont effectivement remplies par un dioptre du verre, typiquement, d'indice N. Là, vous prenez un premier sommet, là, vous prenez le deuxième sommet. On peut continuer les pointillés pour visualiser la suite du cercle. Et donc, vous prenez cette intersection de deux sphères et à l'intérieur de l'intersection, vous avez le verre qui occupe effectivement les choses. On a bien un premier rayon ici qu'on va appeler R1 du premier dioptre, un deuxième rayon ici qu'on va appeler R2. Donc, on a R1, le rayon 1 qui est la distance entre le centre du premier dioptre et la surface ici. Alors on va placer ces points-là sur ce qu'on appelle l'axe optique de votre système, c'est-à-dire un axe où il y a invariance par rotation autour de cet axe. Il faut vraiment imaginer que c'est une symétrie sphérique. Et puis comme vous avez un axe privilégié qui est l'axe qui relie les deux centres, eh bien vous avez vos deux boules qui, si vous les tournez selon cet axe-là, ça vous laisse un système qui reste invariant. Le rayon R2, lui, c'est la distance entre C2 et S2. Et on va encore définir l'épaisseur E de la lentille, qui est la distance entre S1 et S2 en valeur absolue. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épaisseur au centre de votre lentille. Et l'épaisseur, c'est ce qu'on va mesurer à cet endroit-là. Alors là, j'ai fait deux dioptres qui sont comme ça convexes. On aurait pu aussi prendre des dioptres concaves. On va essayer je peux vous faire le même exemple en dessous, mais avec des dioptres concaves. Ça va simplement être le fait de prendre deux cercles toujours, mais deux cercles qui ne s'intersectent pas, du moins pas directement. Et du coup, vous allez couper ici, parce qu'il faut bien s'arrêter quelque part, et votre dioptre, votre lentille va être là, dans l'interface entre les deux dioptres. Ça, c'est une lentille biconcave. On verra que celle-ci sera une lentille de type convergente, alors que celle-ci sera une lentille de type divergente. Mais on a les mêmes propriétés, C1, S1, S2,
et C2 tout là-bas. Et l'épaisseur va toujours être mesurée ici. Ici, vous avez une lentille à bord mince, alors que ici, c'est une lentille à bord épais. Tout simplement, les bords sont plus épais que l'épaisseur centrale, qui est du coup l'endroit où il y a le moins d'épaisseur finalement dans cette lentille. Bien, donc ça nous définit les lentilles sphériques. Alors le problème des lentilles sphériques, c'est qu'il y a tout un tas d'aberrations optiques, géométriques, chromatiques, enfin plein de choses. Et donc on va en règle générale se contenter d'étudier ce qu'on appelle les lentilles minces, lentilles sphériques minces. Donc lentilles sphériques minces. Et c'est celles-là qui vont être notre cœur de commerce. Et les lentilles sphériques minces, forcément c'est une lentille sphérique et qui va être considérée comme mince à condition que vous ayez l'épaisseur qui soit très inférieure à R1 et très inférieure à R2. Et même, souvent, on donne que ce doit être inférieur à R1 moins R2. Le problème, c'est que vous pouvez très bien considérer deux cercles de taille égale, de même rayon. À ce moment-là, R1 moins R2 est nul. Et pour autant, vous pouvez quand même prendre une lentille mince en prenant le bout, en se débrouillant pour que l'épaisseur est très petite devant le rayon. Donc en fait, les bonnes caractérisations, c'est effectivement que l'épaisseur doit être très inférieure au rayon des dioptres qui sont utilisés pour faire votre lentille. Alors, parmi les lentilles minces, vous avez les lentilles qui sont du type convergente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une lentille convergente? C'est tout simplement une lentille qui va faire converger un faisceau de rayons qui sont parallèles entre eux au départ. Donc, une lentille convergente, elle fait converger un faisceau de rayons qui sont initialement parallèles entre eux. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'après la lentille, il n'y a que des rayons qui convergent. Ça veut simplement dire qu'après la lentille, ils convergent plus que ce qu'ils ne convergeaient en entrée. Si vous avez des rayons divergents avant la lentille, alors ils peuvent toujours être divergents, mais ils divergeront moins rapidement après passage dans une lentille convergente. Fait converger un faisceau de rayons initialement parallèles entre eux. C'est pour ça qu'on part de rayons parallèles, parce que les rayons parallèles, eux, ils sont ni divergents ni convergents. Donc si on les fait converger un peu plus qu'avant, ils convergent, puisqu'ils n'étaient pas en train de diverger auparavant. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Alors, il y a beaucoup de types de lentilles qui permettent de faire ça, mais on va prendre les lentilles ici biconvexes. Voilà, on va prendre une plan convexe, ça va être plus simple pour visualiser ça. Alors, quand vous avez un rayon qui arrive ici le long de l'axe optique, là c'est perpendiculaire, il n'y a pas de souci. Là c'est perpendiculaire aussi, il n'y a pas de souci, c'est selon la normale. L'angle incident est nul, donc l'angle de sortie est nul aussi. En revanche, quand je suis par là, mon rayon il arrive, donc c'est pour ça que j'ai pris une plan convexe, c'est pour simplifier le premier passage du dioptre, il n'y a pas de déviation. Mais quand j'arrive ici, j'ai ma normale qui est comme ça. Or, je passe d'un milieu qui est du verre, qui est plus réfringent que l'air. Donc, je passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Je m'écarte de la normale. Si j'avais continué tout droit, ça aurait été là. Donc, pour m'écarter, je suis obligé d'aller vers la partie centrale. De la même manière, si je prends un faisceau qui arrive par en dessous, il n'est pas dévié à ce niveau-là. Mais cette fois-ci, la normale, elle est dans l'autre sens. Donc, m'éloigner de la normale, ça va de nouveau m'amener vers l'axe optique et vous avez votre
convergence des rayons à ce niveau-là. Alors, est-ce que ça marche aussi quand je suis en lentille biconvexe? Quand j'arrive pile sur l'axe optique, étant donné que je suis localement perpendiculaire à chacune des surfaces, je passe sans être dévié, tout va bien. Quand j'arrive ici, j'ai une normale qui est dans ce sens-là. J'arrive dans un milieu plus réfringent, donc je dois me rapprocher de la normale. Oui, mais la normale, elle va vers le bas, donc je vais aller légèrement vers le bas. Quand j'arrive maintenant ici, la normale, elle est dans l'autre sens. Je passe dans un milieu qui est moins réfringent que le vert, je dois donc m'écarter de ma ligne droite en m'écartant de la normale, donc je vais plonger encore plus vers l'axe optique. Et de la même manière, de l'autre côté, j'ai la normale qui est comme ça, je me rapproche de la normale parce que je suis dans un milieu plus réfringent, puis j'ai une nouvelle normale, je m'éloigne de la normale parce que je suis dans un milieu moins réfringent, et dans tous les cas, je finis par converger. Et donc on a convergence des rayons, vous pouvez le vérifier sur la petite animation que je vous présente ici. Donc ça c'est pour les lentilles convergentes, donc là on a une lentille de type biconvexe, là on a une lentille de type plan convexe. Vous pouvez aussi avoir des lentilles de type ménisque convergent. Alors c'est juste pour que si jamais on vous donne du vocabulaire comme ça, vous sachiez à peu près à quoi ça correspond. Un ménisque convergent, c'est rien d'autre qu'une lentille qui a les deux dioptres dont la concavité sont dans le même sens, mais qui du coup se ramènent pour avoir des bords minces. Et vous voyez que dans les trois cas, à chaque fois, mes lentilles convergentes sont des lentilles qui ont des bords minces. Les bords sont beaucoup plus minces que l'épaisseur centrale. Donc ça, c'est pour les lentilles convergentes. On s'intéresse maintenant aux lentilles divergentes. Donc les lentilles divergentes, au contraire, quand on leur donne un faisceau parallèle entre eux, un faisceau de rayons qui sont parallèles entre eux, ça va les faire diverger. Si on met un faisceau qui est déjà convergent sur la lentille, il est possible qu'il reste convergent en sortie, mais il convergera moins. La lentille divergente va avoir tendance à diminuer le caractère convergent d'un faisceau jusqu'à le faire diverger, contrairement à la lentille convergente qui va diminuer le caractère divergent d'un faisceau jusqu'à peut-être réussir à le faire converger. Il faut juste se dire, j'ai pas forcément que des rayons qui convergent après une lentille convergente ou qui divergent après une divergente. Mais si les rayons arrivaient parallèles entre eux, oui, effectivement, c'est ce qu'on va avoir. Bon, donc, pour ma lentille divergente, le plus simple, ça va être de prendre une lentille dite plan concave dans un premier temps. Plan concave, c'est hop, j'ai la première interface qui est plane, comme ça je ne m'embête pas, et la deuxième interface qui est dans ce sens-là, et je vais me retrouver avec des bords épais. C'est le pendant de celle que j'avais ici. La plan convexe, je vais dans le même sens. La plan concave, c'est dans le sens contraire. Donc, les rayons qui arrivent sur cette lentille plan concave, si je prends le rayon qui passe par le centre, il est perpendiculaire à chacun des dioptres qu'il traverse, et donc vous avez que ce rayon continue sans être dévié. Si je prends un autre rayon un petit peu plus sur le bord, celui-ci n'est pas dévié puisque l'interface est plane. La normale ici sur le deuxième point, elle est dans ce sens-là. Or, j'arrive dans un milieu qui est moins réfringent, donc je dois m'éloigner de la normale. Si je continuais tout droit, c'était comme ça. Donc pour m'éloigner de la normale, ça veut dire que je pars dans ce sens-là. De la même manière, quand je suis en dessous, le rayon ici n'est pas dévié parce que la normale est confondue avec le rayon. Et là, si je continue en ligne droite, c'est ça, je dois m'éloigner de la normale qui part vers le haut, donc je dois aller vers le bas. Et vous avez bien un faisceau qui va avoir tendance à diverger après votre lentille divergente. Là encore, vous pouvez voir la petite animation qui permet de visualiser aussi ce caractère divergent.
On peut s'amuser à faire la même chose avec une biconcave. Donc vous avez, hop, alors elle n'est pas tout à fait très bien faite. Là. Vous avez votre système biconcave qui est comme ça. Celle qui passe au milieu par le centre optique n'est pas déviée. Voilà. Moi, par contre, là, je dévie beaucoup. Celle qui est au-dessus, la normale, elle est là. Bon, j'arrive dans un système qui est plus réfringent, donc je me rapproche de la normale. Donc je vais suivre comme ça. Et puis quand j'arrive ici, je dois m'éloigner de la normale. Et donc je vais encore plus diverger. De la même manière ici. Là, je me rapproche de la normale, c'est-à-dire finalement je vais vers le bas. Et là, je m'éloigne de la normale, donc je vais encore plus vers le bas et je dois diverger. Et donc là, de nouveau, en sortie, vous avez quelque chose qui est divergent. Et donc on appelle ce machin-là une lentille biconcave. À voir avec la biconvexe qu'on avait tout à l'heure. Et puis finalement, vous avez aussi le type ménisque divergent. Et la ménisque divergent, c'est rien de plus qu'avoir deux lentilles ou deux, voilà, avec des bords épais. Et c'est pas bien fait ça. Alors faisons-le mieux. Donc si j'en prends un, on va carrément prendre le petit. J'en ai un premier là. Et j'en fais un deuxième, par exemple, ici. Et ce qui est important à voir, c'est que vous avez l'épaisseur sur les bords qui est plus importante que l'épaisseur au centre. Et là, vous aurez une lentille ménisque divergente. Ça, c'est bien particulièrement pour les lentilles qu'on va mettre sur les yeux, puisque il faut quand même que la première courbure épouse la forme de la cornée, et puis la deuxième, c'est celle-là sur laquelle vous allez jouer pour avoir soit l'aspect convergent, soit l'aspect divergent. Donc à retenir, notamment en TP, si jamais on vous donne une lentille inconnue, les lentilles divergentes, elles sont à bord épais, alors que les lentilles convergentes, elles sont à bord mince. Donc on peut très bien avoir une lentille mince à bord épais, c'est pas un problème, parce que on compare pas les mêmes choses. C'est mince parce que l'épaisseur de la lentille est faible devant les rayons de courbure, mais les bords sont épais parce que les bords sont plus épais que l'épaisseur au milieu. Donc ça, c'est pas un souci. Et en règle générale, c'est ce qu'on peut vérifier pour savoir si une personne est myope ou hypermétrope. Bon, parmi les personnes dans l'assistance qui sont myopes, regardez vos lunettes, notamment celles qui sont très myopes, vous verrez que sur les bords, votre lentille est plus épaisse qu'au milieu. Au milieu, généralement, c'est fin, et sur les bords, ça va devenir un petit peu plus épais. Alors, donc là, on a défini ce que c'était qu'une lentille mince. Maintenant, il faut définir ce que sont les conditions de Gauss. Donc, les conditions de Gauss, sont des conditions dans lesquelles on va pouvoir utiliser en fait la relation de conjugaison des lentilles. Et on l'a déjà vu dans le dernier chapitre, c'est la condition sous laquelle on a pu démontrer que le dioptre plan était approximativement stigmatique, puisque ce qui va nous intéresser en optique, c'est de former des images. Et pour former de belles images, il faut que l'image d'un point soit un point et pas une grosse tache, parce que sinon votre image elle sera floue et puis on va vous dire que vous avez manipulé n'importe comment. Donc, ce sont des hypothèses qui disent que les rayons, donc hypothèse courante, pour utiliser correctement
les lentilles, du moins pour avoir le stigmatisme et l'aplanétisme. Ça, on verra tout à l'heure que ça va en découler. Donc ces hypothèses-là, elles disent que les rayons doivent être paraxiaux. Ils doivent arriver sur les lentilles de manière paraxiale. Donc on appelle ça des rayons paraxiaux. Alors paraxiaux, en fait, il y a deux hypothèses sous-jacentes. En premier lieu, les rayons doivent être peu inclinés par rapport à l'axe optique. Ça, c'est le premier. Et les rayons doivent être peu éloignés de l'axe optique. Alors là, on ne dit pas, contrairement à ce que je vous ai dit déjà dans les premiers chapitres, il faut toujours comparer à quelque chose. Peu éloigné, il nous faut une distance de comparaison. Peu éloigné, ce sera comparé au rayon du dioptre le plus petit constitutif de votre lentille. Donc les rayons doivent être peu éloignés de l'axe optique. En pratique, les personnes qui sont très myopes savent qu'elles doivent regarder dans le centre de leurs lunettes et pas essayer de regarder sur les bords parce que sinon il y a de la distorsion. Vous pouvez aussi vous en rendre compte en prenant les lunettes et en les mettant comme ça de travers. Normalement, vous voyez mes yeux complètement distordus par rapport au fait de les avoir droits. C'est exactement le même effet qui se passe pour moi de l'autre côté. Là, vous n'avez plus les rayons qui sont peu inclinés par rapport à l'axe optique et donc il y a un problème. Et quand on regarde comme ça sur le côté, vous êtes éloigné de l'axe optique, éloigné du centre des lunettes et à ce moment-là, vos lentilles ne se comportent plus comme on s'attendrait à ce qu'elles se comportent. Alors, à quoi ça nous avance, ça, de prendre ces conditions de Gauss? C'est justement pour regarder les lentilles minces qui sont placées dans les conditions de Gauss. Donc, lentilles minces dans les conditions de Gauss. Alors, juste encore une remarque sur les conditions de Gauss. Il faut que vous les connaissiez. Et simplement dire les conditions de Gauss, c'est quand les rayons doivent être paraxiaux, ça ne suffit pas parce qu'on veut savoir si vous connaissez l'origine de ce terme et en quoi paraxiaux, qu'est-ce que ça veut dire paraxiaux. Donc il faut absolument savoir citer les deux conditions, peu incliné par rapport à l'axe optique et proche de l'axe optique. Donc les lentilles minces dans les conditions de Gauss, ça va nous permettre de faire les approximations des petits angles et en fait on va retrouver, et c'est relié à l'histoire du dioptre blanc, on va retrouver un stigmatisme approché à ce niveau-là. Donc quand on se place dans les conditions de Gauss, vous allez avoir pour un point objet A qui correspond à un point image A' au travers de L. Si A donne A' au travers de la lentille L, alors deux propriétés. L présente un stigmatisme approché qui permet d'envoyer A sur A'. Présente un stigmatisme approché. Et elle présente aussi un aplanétisme approché. Donc comme
comme pour le dioptre plan, l'image d'un point est à peu près un point, et l'image d'un objet plan perpendiculaire à l'axe optique est un objet à peu près plan, à peu près perpendiculaire à l'axe optique. Mais ça nous suffit pour voir à quoi ça correspond, et puis ça découle directement des mêmes caractéristiques pour le dioptre plan, donc découle des propriétés approchées des mêmes propriétés pour le dioptre plan. Sauf que là, il va falloir prendre des dioptres sphériques, donc c'est un petit peu plus compliqué au niveau des calculs, mais ça se fait quand même. Et du coup, si vous avez un point A qui est un point de l'axe optique, alors l'image A' va devoir aussi être sur l'axe optique, parce que comme vous avez un rayon qui passe par l'axe optique et qui n'est pas dévié par la lentille, hein, c'est celui-ci, alors forcément, comme vous avez un point ici, un point image là, un point objet de ce côté-là, le point image devra être quelque part sur cet axe-là, parce qu'il doit être à l'intersection de tous les rayons, dans l'hypothèse où les angles ne sont pas trop petits, et comme l'axe optique, non seulement vous êtes proche de l'axe optique, puisque vous êtes sur l'axe optique, et vous êtes peu incliné par rapport à l'axe optique, parce que vous faites un angle nul avec l'axe optique, vous êtes pile dans les conditions de Gauss, et ça vous permet d'obtenir le bon résultat. Alors, pour pouvoir rapidement visualiser, donc faire une visualisation de ces conditions de Gauss, des deux conditions de Gauss, et pourquoi est-ce que c'est intéressant. Donc là, on va mettre l'axe optique, on a notre lentille qui est comme ça. Si on fait un rayon qui est peu incliné par rapport à l'axe optique, donc qui passe au milieu, vous voyez que si là j'ai un angle alpha, vous avez dans la première condition, angle peu incliné, rayon peu incliné par rapport à l'axe optique, ça nous dit que alpha ici doit être très inférieur à 1, et donc on va pouvoir se placer au niveau de ce dioptre là qui est approximativement plan quand on regarde un zoom dans les hypothèses du dioptre plan, donc avec un stigmatisme approché. Et si au contraire, je vous mets donc là c'est le caractère peu incliné qui m'intéresse, et si je regarde le caractère peu éloigné, à ce moment-là, quand j'ai mon axe optique, et que je regarde un rayon parallèle à l'axe optique, c'est-à-dire que à chaque fois je ne fais jouer qu'un seul paramètre, peu incliné, l'inverse c'est pas incliné du tout, donc dans ce cas-là je ne le fais pas incliner du tout, vous voyez que la normale ici elle est légèrement en deux travers, et je me retrouve avec un alpha, et si je suis pas trop éloigné, donc pas quand la courbure devient trop importante, et on s'éloigne, et donc l'angle avec la normale devient très très important, j'ai aussi que alpha est très inférieur à 1, et donc je me place localement pour ce dioptre là aussi dans les approximations d'angles petits, ce qui me permettra de faire les bonnes approximations pour le dioptre sphérique au passage, à chaque endroit de passage. Bon, et tout ça, le fait que si A est un point de l'axe optique et A' est aussi un point de l'axe optique avec A qui s'envoie sur A', ça me certifie que je vais pouvoir avoir une relation de conjugaison qui conjugue et qui me donne, si je connais A, G A', et inversement, si je sais où est l'image A', je peux savoir où était l'objet A. Alors, quand vous avez vos lentilles, vous avez, plutôt que de faire toujours les dessins qui correspondent à des choses comme ça, et qui sont compliqués à faire systématiquement, on va faire une schématisation et représenter nos lentilles de manière simplifiée, schématique. Alors, c'est comme d'habitude en physique, on fait un modèle simple d'un phénomène qui est plutôt complexe. Et donc, on va avoir nos deux types de lentilles. On a les lentilles convergentes,
Les lentilles convergentes, donc c'est des lentilles qui ressemblent à quelque chose comme ça, en vrai. Eh bien, on va garder deux caractéristiques. Vous avez que les bords de vos lentilles sont minces, donc ils vont avoir tendance à faire un angle dans ce sens-là. Et la lentille elle-même est mince, et donc je vais représenter ma lentille en disant oh, c'est un trait, c'est tellement mince que je n'arrive pas à voir son épaisseur. Par contre, à partir du moment où je perds l'information sur l'épaisseur, je n'arrive plus à voir que les bords sont plus minces que ce qu'il y a au milieu. Et donc je garde la petite flèche, qui du coup se représente par une flèche, mais en fait c'est une schématisation du petit angle qu'il y a en haut et en bas. Donc vous avez une lentille convergente et donc une lentille à bord mince qui est représentée par ce caractère-là. Quand au contraire vous prenez des lentilles divergentes, donc ces lentilles divergentes vont être bombées dans l'autre sens avec des bords qui vont être des bords épais. Vous voyez que vos bords vont avoir au contraire une représentation dans ce sens-là. Donc on a les bords qui sont épais. Donc je représente le caractère mince de ma lentille en disant bah, elle est tellement mince que je n'arrive pas à zoomer suffisamment pour voir ça, donc je fais un trait vertical, et le caractère bord épais va être représenté comme ça. Alors on peut aussi mettre carrément un triangle inversé, mais la plupart du temps on va mettre une flèche à l'envers pour se rappeler de l'orientation que vous avez de chaque côté au niveau des bords et à la manière dont ils vont s'orienter. Donc ça termine cette première partie d'introduction et de définition pour les lentilles. Ce qui va être important de voir par la suite, c'est comment est-ce qu'on peut donner des règles qui permettent de déterminer la déviation des rayons. Là, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai raisonné sur les dioptres, mais à partir du moment où je me retrouve avec un truc qui est comme ça, je ne peux plus voir la tête des dioptres, je ne peux plus raisonner sur la normale. Il va donc me falloir des règles qui me permettent de faire des dessins et des prédictions du comportement des rayons quand ils sont soumis à ce type de lentille.